Tout le monde en provenance d'Edmonton aujourd'hui. Alors, je vais fermer la caméra pour le reste de la session. Merci au Centre Nord de m'offrir une place pour travailler ici. Alors, sur ce, merci aux participants d'avoir décidé de participer aujourd'hui sur les pratiques pédagogiques positives, prometteuses, pertinente et pleine de bonnes idées. J'espère que cet aperçu aujourd'hui vous servira dans votre pratique habituelle. OK, allons-y avec ceci. Donc, sachez que nous travaillons sous un projet qui s'appelle l'apprentissage professionnel en mathématiques à l'élémentaire et nous avons un site web qui accompagne tout ce que nous faisons. On ira le visiter en fin de session cet après-midi. Alors, qui êtes-vous? Eric va mettre les outils afin que vous puissiez m'identifier par catégorie vous appartenez. Alors, êtes-vous enseignant maternel à 3, 4 à 6, un administrateur peut-être, conseiller, autre chose? Alors, vous me faites un X, un crochet, un bonhomme sourire. Ça va me permettre de savoir qui est présent aujourd'hui en espérant de répondre à vos besoins. Alors, il semble qu'on ait une belle variété. Merci. Oui, on est créatif en plus. Bravo. Alors, en ce qui concerne les pratiques pédagogiques, vous avez sûrement déjà vu cette image au sein d'une formation sur l'évaluation, mais quand vous regardez cet arbre et la question qui est, si nous demandions à ces animaux de grimper dans cet arbre, qu'est-ce qui vous vient en tête vraiment? Partagez vos idées dans la boîte de clavardage. Qu'est-ce qui vous vient par la tête lorsque vous associez la question, les animaux présents et l'arbre à grimper? Qu'est-ce qui se passe? À quoi pensez-vous? Vous pouvez également, si vous préférez, prendre le microphone. Et pour ce faire, n'hésitez pas à lever la main. Et puis, vous pouvez partager verbalement tout ce qui vous passe par la tête. Allez-y. Alors, on a un arbre à grimper. Le singe aurait de la facilité, probablement, tu as raison, c'est son domaine, il a déjà vu ça, il est équipé physiquement pour le faire, tu as raison. L'éléphant, pas mal trop lourd et pas mal moins agile, je dirais. Et puis, on pourrait même dire que, bon, les poissons, c'est presque impossible, etc. Alors, dans un sens, on peut associer ceci au niveau de l'évaluation, mais quand ça vient aux pratiques pédagogiques, on a à peu près la même difficulté. On a une grande variété d'élèves versus une seule question à compléter. Alors, le but du webinaire aujourd'hui, c'est de développer la compréhension des participants au sujet des pratiques pédagogiques, explorer une variété de stratégies d'enseignement, fournir des stratégies pour un enseignement réactif. Et on va mettre une emphase, entre autres, sur la communication avec les parents, et la sélection des ressources qui vient sous ce troisième but. Alors, sachez qu'on peut seulement faire un aperçu dans le temps qu'on a, mais on espère vous donner le goût d'aller voir plus profondément dans notre site web pour en avoir davantage. Alors, que veut vraiment dire pratique pédagogique? Ça englobe vraiment la culture dans la salle de classe, l'évaluation comme telle et l'instruction réactive. Alors, les éléments clés que nous avons identifiés, c'est-à-dire les grosses idées, les choses qu'on devrait vraiment discuter quand on parle de pratique pédagogique sont celles-ci. Les enseignants utilisent continuellement leur jugement professionnel pour encourager une culture mathématique positive en classe, créer des occasions d'observation, de conversation et d'autres formes d'évaluation, et élaborer et mettre en œuvre un enseignement réactif afin de développer la compréhension conceptuelle et procédurale des élèves en mathématiques. Et ça va nous permettre d'avoir un cheminement, ça va nous connecter tout le long du webinaire cet après-midi. Alors, commençons d'abord par dire que le programme d'études vous est fourni par Alberta Education. Alors, le programme d'études est composé de pages préliminaires. Elles contiennent la philosophie, entre autres. Il y a les 7 processus mathématiques qui sont à la fois décrits dans les pages préliminaires, mais aussi insérés dans chacun des rases, et bien sûr, les résultats d'apprentissage. Alors, on commence avec ça, avec Alberta Education, mais le reste c'est plutôt quelque chose qui n'est pas dicté par Alberta Education, mais qui requiert beaucoup de jugement de la part de l'enseignement et qui ce sont l'ordre dans lequel vous allez présenter les rases.
ou exploiter ou développer les RAS avec vos élèves. Le temps alloué à chacun des RAS ou à chacun des domaines, les stratégies d'enseignement viennent entièrement de votre jugement. Les ressources sont encore au niveau de votre décision. Malgré qu'il y ait des suggestions, c'est votre décision. Et l'évaluation quotidienne, bien sûr, des élèves n'est certainement pas dictée par Alberta Education. Elle relève plutôt des responsabilités de l'enseignant. Parlons d'abord de la culture de classe. Alors, il y a 3 sections dans ce webinaire. Culture de classe qui commence, et notre première idée était que les enseignants utilisent continuellement leur jugement professionnel pour encourager une culture mathématique positive en classe. Et de fait, il faut se le dire entre moi et vous qu'un enseignant doit d'abord avoir une attitude positive envers les maths pour que la culture mathématique soit positive dans la salle de classe. Alors, il faut travailler à ce niveau-là pour certains, pour d'autres, c'est plus naturel. Et sur ce, pourquoi se concentrer sur le développement d'une culture positive en classe? D'abord, parce que ça augmente l'engagement de l'élève. L'élève se sent plus en position de prendre des risques, de collaborer avec les autres et participer en tout temps. Et ça, et vous le savez, vous le faites déjà. Si vous avez le moindrement d'expérience, c'est probablement très naturel pour vous, mais à un certain moment donné, il faut que ce soit intentionnel. On va ensuite aller voir un petit vidéo en anglais de 42 secondes ici. Ce n'est seulement une petite partie du vidéo au total. Le grand vidéo est en fait dans notre site web. Allons voir ce que ça dit. Vous n'avez simplement qu'à écouter. Je vais le démarrer maintenant. Et si jamais vous avez une difficulté, Eric va mettre un lien dans la boîte de clavardage. Ça devrait tout fonctionner cependant. C'est juste un plan B juste au cas. Alors le voici. All right, back in 3, 2, 1. Establishing a strong classroom culture is essential because it's sort of like the bed that you plant the flowers in. You have to have that in order for things to flourish and grow. Students have to feel safe in your classroom. You have to normalize error. Is it okay to make mistakes? Yeah. They have to know that it's okay to try and try and try again. Mistakes are easy to fix. That you will actually learn more if you fail often. Alors, voici que la dame a, comme je vous dis, c'est juste une petite partie, mais elle met une certaine emphase sur les erreurs, la permission de faire des erreurs, à normaliser l'erreur, qui est en fait une partie intégrale d'une culture, en effet. Si l'erreur n'est pas permise, il y a danger. Il y a danger que certains élèves se retiennent plutôt que de vouloir montrer ce qu'ils sont capables de faire, pas nécessairement à la perfection, mais qu'ils sont capables de faire. Alors ici, normaliser l'erreur fait vraiment partie d'une grande recherche. Il y a plusieurs recherches là-dessus et qui montrent que si une personne ou des élèves font des erreurs, il y a une activité électrique accrue dans le cerveau. Alors, au départ, dès qu'il y a une erreur, l'activité électrique est accrue. Il y a une sensibilisation et une attention à l'erreur qui est naturelle, que le cerveau va faire. Une connexion. Et ces étincelles permettent au cerveau de se développer davantage, d'où l'importance de faire des erreurs. Alors, il fut déterminé que ça permet un développement du cerveau. Les erreurs sont donc attendues, respectées et inspectées. Les enfants ont besoin d'être à l'aise, de faire autant d'erreurs que nécessaire pour apprendre et grandir. Et de ce fait, on parle, par exemple, de l'état d'esprit des élèves. Alors, il y a des élèves qui ne veulent pas faire d'erreur. Okay? Il y a l'élève qui veut toujours être parfait du premier coup. Mais ce qui arrive avec ça, c'est qu'il ne se permet pas l'erreur. Or, on n'est pas sûr que le cerveau se développe au même rythme à ce moment-là. On parle donc d'un état d'esprit fixe versus un état d'esprit de développement. On sait très bien que les gens qui sont vraiment fermes sur leurs décisions, ça devrait être, c'est des personnes qui n'ont pas le goût d'essayer autre chose, ils ont plutôt un état d'esprit fixe. Mais au contraire, si on accepte l'erreur et on apprend de nos erreurs, on a tout d'un coup l'attitude que ça prend pour apprendre davantage, plus vite et plus profondément.
Ici, on va aller voir une autre vidéo qui va permettre à l'erreur d'être en fait l'étoile d'une leçon. Ça s'appelle mon nom favori. Alors, je vous amène ici à un écran différent et vous allez voir une enseignante. Toutefois, l'enseignante travaille au niveau secondaire. C'est des mathématiques, c'est au secondaire. Bien sûr, c'est pas un sujet immédiatement relié à ce que vous faites. Gardez un esprit ouvert toutefois. Demandez-vous comment est-ce que ça pourrait être utile dans votre salle de classe. Vous allez voir, c'est assez puissant. Alors, je démarre la vidéo maintenant. Et Eric, je sais qu'Eric est occupé avec Marie. Toutefois, il va mettre un plan B dans la boîte de clavardage dans un moment. Everyone makes mistakes. We're going to see your mistakes, you're going to see my mistakes. But a mistake is your opportunity to share with me how much you understand. Okay, here we go. I thought, well, what if I gave everyone index cards, collected them real quick with their answers already written on it, and then I can just sort them as quick as possible and find out what percentage of my kids know the answer. No. Yes. And I look for my favorite wrong answer or my favorite no, and we analyze that. Okay, my favorite no. Someone wrote this. I say it's my favorite no because I want the kids to first of all recognize what they're about to see is wrong, and I want them to recognize that there's something good in the problem. Like there's a mistake, but it's my favorite no because it showed some good math. So that's the wrong answer, but they did some things that I love. What in that problem am I happy to see? We always talk about what's right first, so that if it's any student's work, they are like, oh, I did do that right. There's a mistake, but the mistake didn't ruin the whole thing. They distributed both with the 4x and the -2. Very nice. What lets you know that they distributed? There are no more parentheses. Not until the very end, as we've gone over different sections of the problem that are right, that I will then ask, okay, now what is incorrect? What does this person not understand? Where's the mistake? Like 4x times 2x equals 8x squared. Very nice. This 4x times 2x multiplies to 8x squared. Can someone convince me of that? My low-level students are very engaged. They feel like they're not getting penalized for being wrong. They're not being made fun of. I'm not looking at them. No, there's no peer pressure at this point. But they're like, wow, that's my mistake. And now I understand. It's very comforting. I mean, I feel very with my kids at all times. I'm not surprised by what they don't know. They're not surprised by what they don't know. It's how it should be. Alors ici, il y a vraiment quelque chose de très puissant qui se passe. Donnez-moi un crochet vert. Si vous avez déjà tenté quelque chose de semblable à ceci, juste pour voir si bien il y a bien des personnes qui connaissaient cette méthode déjà. Un crochet vert. Sinon, un X rouge, et puis un X rouge m'indique vraiment que vous êtes une personne qui vient d'apprendre une nouvelle stratégie dans la salle de classe. Alors, un X vert, si vous avez déjà essayé l'équivalent de ceci, mon nom favori, ou un crochet rouge si vous ne l'avez jamais essayé. Quelqu'un veut me donner un signal ici? Quelques crochets verts apparaissent. OK? Parfait. Alors, si c'est un X, tout ce que ça me dit, c'est que vous allez sortir avec quelque chose de très tangible aujourd'hui. Si vous avez fait l'équivalent dans votre salle de classe, vous connaissez probablement déjà la puissance de cette stratégie. Alors, pouvez-vous utiliser la boîte de clavardage pour me dire un des avantages de cette stratégie? Ou prendre la parole? Vous pourriez lever la main, je vais vous donner droit de parole. Est-ce que quelqu'un voudrait partager? Il ne semble pas que personne veuille partager à ce point-ci. Passons à autre chose. Alors, pour terminer la section sur la culture de classe, un environnement d'apprentissage va prendre place, que ce soit intentionnel ou non. Alors, pourquoi pas promouvoir la construction d'un environnement positif intentionnellement? Alors, vraiment, ça porte à réflexion, bien sûr. La deuxième section de notre parachute de pratique pédagogique, c'est sur l'évaluation.
L'élément clé que nous avons identifié, c'est que les enseignants utilisent continuellement leur jugement professionnel pour créer des occasions d'observation, de conversation et d'autres formes d'évaluation. Rien de vraiment nouveau ici, vous évaluez à tous les jours, bien sûr, mais on sait au départ que l'évaluation, son but principal, c'est d'informer notre pratique pédagogique. Comme on a déjà fait ceci dans un webinaire préliminaire en février et que déjà on a une section là-dessus dans notre guide d'apprentissage, je vous encourage à aller voir ceci. Je ne vais pas mettre d'emphase sur l'évaluation dans le webinaire présent. Mais la majorité du reste du temps que nous avons ensemble portera sur l'enseignement réactif. L'enseignement réactif est le résultat d'une variété d'évaluations de conversations avec les élèves, les parents et parfois même les administrateurs. Elle consiste à ajuster l'instruction aux besoins, à fournir du soutien aux étudiants qui en ont besoin et d'offrir un défi à ceux qui sont prêts, bien sûr. Et l'élément clé qui en découle, c'est les enseignants utilisent continuellement leur jugement professionnel pour élaborer et mettre en œuvre un enseignement réactif. Et les stratégies d'enseignement universel comprennent tout ce qu'un enseignant fait pour engager activement ses élèves dans le processus d'apprentissage. Ces stratégies sont à la base de l'instruction d'un enseignant dans ses efforts pour atteindre les résultats d'apprentissage spécifiques et veiller à ce que les élèves disposent des outils dont ils ont besoin pour réussir. Alors, les enseignants doivent être équipés, entre autres, un bon arsenal, une grande variété de stratégies d'enseignement pour maximiser leur efficacité et d'accroître les possibilités d'apprentissage des élèves. Alors, voici quelques idées, bien sûr, qui en découlent. Maintenant, comment décider comment enseigner un résultat d'apprentissage? Alors, on se rappelle que Alberta Education nous donne un programme d'études, okay? Mais ils ne nous disent pas comment procéder à partir de là. Donc, c'est à partir de l'évaluation formative, bien sûr, qu'un enseignant choisit des stratégies d'enseignement les plus appropriées. Il faut toujours garder en tête cependant que il y a plusieurs composantes. Il y a les stratégies d'enseignement, il y a la sélection des ressources, il y a l'évaluation, mais tout ça en gardant en tête la population qui est devant nous. D'accord? Et on se rappelle que une des grandes questions quand le programme d'études est sorti, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les faits de base? Est-ce que le programme d'études nous demande vraiment de les mémoriser? Est-ce qu'il nous demande seulement que les élèves les comprennent ou est-ce que c'est un peu des deux? Et vraiment, ce qui en est sorti de plusieurs études, c'est que les élèves qui ont appris au moyen de stratégies ont obtenu une performance supérieure à ceux qui ont mémorisé. Or, mémoriser est peut-être nécessaire pour certains, mais mémoriser avec une compréhension, c'est encore supérieur. Ça a été prouvé dans certaines études et entre autres, si vous êtes familier avec les tests PISA, qui testent en 9e année à tous les 3 ans, des millions d'élèves à chaque fois, ils ont déterminé à partir de ces résultats-là que les élèves qui ont mémorisé avaient une performance inférieure à ceux qui avaient une compréhension des faits de base. Et ça, c'est basé sur des millions de personnes. Alors, ça commence à être convaincant. Alors, dans la salle de classe, bien sûr, ce que ça implique, c'est que vous, comme enseignant, encouragez une compréhension d'abord. Une mémorisation devient d'autant plus facile à partir de là. Et il y a bien sûr, pour vous aider à arriver à ceci, les processus mathématiques. Et ces processus-là sont présents en dessous de chacun des rases. Et nous allons regarder quelques idées simples que vous pourriez utiliser en classe. Par exemple, en 2e année, dans la section du nombre, il y a le rase suivant qui est démontrer une compréhension de l'addition dont les solutions peuvent atteindre 100 et des soustractions correspondantes, bien sûr. Alors, nous allons voir ce qu'on peut faire avec ça. Et une des stratégies que vous pourriez utiliser dans la salle de classe, alors on a my favorite note, mon nom favori qu'on vient de voir. Maintenant, on va aller voir la discussion numérique. C'est une autre vidéo qui, lui, est bien sûr encore une fois en anglais. On est plus porté à trouver des choses en anglais ces jours-ci, spécifiquement dans ces domaines. Mais sachez que là-dedans, vous voyez un écran noir, surtout ne pas s'inquiéter, c'est que cette dame va vous montrer qu'une conversation bien guidée
va mener un peu plus loin que juste demander des réponses à des questions. Et vous allez voir son style de technique et Eric ici va vous donner bien sûr le lien correspondant comme plan B si ce vidéo devrait faillir pendant la présentation. Il est d'1 minute 47 et je le démarre maintenant. Show me with your thumb when I've given you enough time. Okay, somebody want to tell me an answer? Arzu, what'd you get? 46. Okay, make it a different answer. Mary, what'd you get? 44. Okay. Madison? 36. 36. Okay. Is everybody happy with one of these three? Yes. Okay, all right, now we have something to defend. Right, so when you tell me your strategy, I want you to tell me what you answer you're going to defend. Saya, tell me what you're defending. 36. 36? Okay. Go ahead and tell me what you did. 70 minus 30. I knew that was 40. So then I minus 4. That equaled 36. I see. I added 6 to the 40. I mean 6 to the 34. Okay. And then, To get 40? yeah, and then I added 30 more, which is 40, which got me 70. Oh, okay. I see. And then the 30 and the 6 make 36. Okay, so that got you to 70, and so you just counted, you basically counted up that another one. So you knew, you went to a number that ended in a 0 by adding a 6, and then you knew that 30 more made 70, and 30 and 6 make 36. All right, I see. Did you follow Andrew? Alors ici, bien sûr, on ne voit qu'une partie du vidéo, mais toutefois, ça vous donne une bonne idée à quel point la dame avait un objectif en tête lors de cette discussion-là et elle demandait plusieurs stratégies. C'est fort intéressant qu'elle a pu commencer sa discussion avec 3 réponses différentes venant de 3 élèves différents et donc elle a pu exploiter, elle n'a jamais jugé la valeur des réponses, mais elle a pris le temps d'explorer différentes stratégies. Pour qu'une discussion numérique soit vraiment valable, parce que dans notre programme d'études, on demande dans plusieurs des races de communiquer. Alors, pour que la discussion numérique devienne plus naturelle chez vos élèves, il faut qu'elle se produise à plusieurs reprises. Alors, c'est bon de le faire une fois de temps à autre, mais vous allez voir que l'élève va développer une meilleure aisance et une meilleure volonté de vouloir participer si la discussion numérique a lieu plus souvent, mais de façon plus courte. Elle devient donc efficace. On a une dame, entre autres, qui, elle, le fait pratiquement tous les jours et elle ne le fait durer la conversation que de 10 minutes. Et donc, ça fait partie de la routine finalement et les élèves apprennent à vraiment verbaliser leurs pensées. Et c'est souvent une difficulté chez nos élèves, surtout en francophone et immersion où le français peut être une langue seconde, même une troisième langue. Alors, ça devient absolument important de bien mener les élèves à utiliser le bon vocabulaire en mathématiques. Pour ceux qui sont intéressés, ceci s'appelle Number Talk. Voilà. Alors, une autre belle stratégie que vous pourriez essayer si ce n'est pas déjà fait. Les stratégies mathématiques, si on fait une petite conclusion là-dessus, doivent être efficaces, efficientes et explicables. C'est-à-dire que on utilise des trajectoires différentes, mais en même temps, les stratégies peuvent être différentes et les élèves doivent accepter qu'il y a eu plusieurs stratégies qui mènent à la bonne réponse. Et il est prouvé, par exemple, qu'une stratégie, que les élèves qui sont exposés à plusieurs stratégies ont enfin un choix de stratégie, prennent celle qui leur semble plus efficace, plus efficiente et plus explicable pour eux, et la raffinent au fur et à mesure des années. Et certains élèves vont choisir de changer de stratégie complètement parce qu'ils en trouvent une nouvelle qui est meilleure. Voilà, et de là, l'élève montre une certaine flexibilité avec son choix de stratégie, mais aussi une flexibilité au niveau des mathématiques. Revenons à ce RAS.
Je veux exploiter, entre autres, dans ce RAS, le fait qu'à la toute fin du RAS, il y a, ici dans ce cas, 6 des 7 processus mathématiques qui sont listés, et c'est le V pour visuel que je veux exploiter. Parce que dans le RAS, ça parle de additionner et soustraire avec ou sans l'aide de matériel de manipulation, et je veux discuter de ceci avec vous. Alors, dans une salle de classe, en mathématiques, idéalement, les élèves auront l'opportunité de passer du concret à l'imagé au symbolique, de retour à l'imagé, de retour au concret, au cerveau symbolique et tout ça. Vous voyez que c'est un triangle, ce n'est pas linéaire. Et le concret, c'est quoi vraiment? C'est l'usage d'outils. Cette étape permet aux étudiants de développer leurs compétences de visualisation, ce qui permet aux élèves d'utiliser des moyens concrets aux prises avec des concepts abstrait. Il ne faut pas nécessairement passer vite dans cette étape-là. Il y a des élèves qui en ont besoin plus que d'autres et c'est vraiment l'étape initiale de la compréhension. Quand on arrive maintenant à l'imagé, ça se réfère à l'utilisation d'images du matériel de manipulation. Ça peut être des diagrammes ou toute autre photo quelconque. Les représentations concrètes et imagées aident à rendre les mathématiques plus visibles et significatives à mesure que les élèves progressent vers une représentation symbolique. Et parlant de symboles, bien voici une représentation symbolique. En tout moment, les élèves devraient être capables de passer de un à l'autre ou à l'autre, dans n'importe quelle direction. Certains élèves passeront rapidement à la portion symbolique avec aisance, sans trop besoin d'avoir besoin de votre aide, mais certains auront besoin de revenir de temps à autre vers la forme concrète, afin que la forme symbolique prenne plus de signification. Donc, en fin de compte, les mathématiques peuvent provoquer des images ou un modèle, et le modèle peut montrer et soutenir les mathématiques. Donc, tout ça est très bien relié et ça vaut la peine. Et si on revient au cerveau pour une seconde, voici de l'information supplémentaire. Le côté gauche du cerveau traite de l'information factuelle et symbolique, alors que le côté droit gère l'information visuelle et spatiale. Donc, le moment idéal, c'est quand les deux côtés du cerveau communiquent. Et ça permet une meilleure compréhension. On dit même que la composante visuelle aide plus les élèves que la partie symbolique, et en autant que les deux hémisphères communiquent. Alors, le croisement des cerveaux, entre autres. Mais pour le faire, il faut passer de concret à l'imagé, au symbolique et vice-versa. Donc, si on continue ici, passons maintenant à la composante de enseignement différencié. Dans le monde idéal, on aurait des élèves uniformes, mais ce n'est pas le cas. Si on avait des élèves assez homogènes comme groupe, bien, on pourrait préparer un seul plan de leçon, procéder, tout le monde travaillerait à la même vitesse et c'est pas ce qui se produit dans nos salles de classe. Alors, quand nos étudiants viennent dans notre classe, ils arrivent avec une grande variété de compétences. Pas deux enfants sont les mêmes. Alors, il faut absolument que la différenciation fasse partie intégrale de vos plans de leçon. Et d'où l'importance d'avoir un grand arsenal d'outils. Alors, si on veut développer ça ici, comment est-ce qu'on peut différencier sans trop augmenter la complexité de votre préparation? Ça, c'est assez important parce qu'on veut protéger aussi l'enseignant. C'est qu'on arrive ici, par exemple, au RAS 11 en 4e année, où on dit que on va passer à l'addition des nombres décimaux. OK? Comment est-ce qu'on va faire ça? Soyez prêts à écrire une réponse. On va aller voir une vidéo d'une dame qui vous offre une stratégie qui s'appelle question ouverte. Vers la fin du vidéo, elle va poser une question. Vous aurez besoin de papier-crayon à la portée de la main, parce qu'à la suite du vidéo, j'aimerais bien que tout le monde puisse y répondre. Et il y aura beaucoup de bonnes réponses parce que la question est ouverte. La dame est Dr. Marion Small, et Marion Small est en fait canadienne, c'est en anglais bien sûr, mais un produit canadien, et elle vous montrera comment ouvrir une question. Alors on y va, vous avez papier-crayon j'espère, préparez-vous à mettre vos réponses dans la boîte de clavardage. So I'm notorious for believing that there is great value in using tasks that do not have one specific answer. And I believe that for a bunch of reasons. So first of all, here's an example of an open-ended and a not. So here's a regular old task. I went to the store, I gave the clerk $10.
it costs $4.99, how much change would I give, is a totally okay problem, but it's definitely not open. There's an answer. That's it. Although without the penny, I guess there's two answers. But anyway, there's an answer. My problem is a different problem. My problem is I gave the clerk $10, and she gave me back 1 bill and 3 coins. What could my purchase have cost? Alors, si je répète bien sa question, elle a dit, je vais au magasin, j'achète un article qui coûte, et pour le payer, j'utilise un billet de 10 $. Je reçois en retour un billet et 3 pièces de monnaie. Combien est-ce que l'objet aurait pu coûter? Alors, quelqu'un veut aller dans la boîte de clavardage et me donner sa réponse? Prenez le temps d'y penser. Si jamais vous préférez, vous pouvez prendre droit de parole, bien sûr, avec le microphone. Alors, je vois que multiples personnes sont en train d'écrire leurs réponses. Prenez votre temps. Alors, on reçoit un billet et 3 pièces de monnaie. Pascal suggère que l'article aurait coûté 4,25 $. Alors, donc, je présume, Pascal, et j'extrapole que tu as reçu un billet de 5 $ et 3,25 sous. Donc, ton coût est 4,25 $. C'est formidable. Philippe suggère, lui, à son tour, qu'il aurait reçu un billet de 2 $. Oh, si ça existe. Un toonie, un loonie, un penny. Penny n'existe plus. Le 2 $ n'existe plus non plus, mais quand même, on s'amuse. Alors, OK. Ouais, oui, Philippe, je pense que tes billets de 2 $ sont dans ta collection et tes sous-noirs sont dans ta boîte de confiture là, que tu collectionnes. Mais enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a multiples bonnes réponses, vous voyez, parce que le billet de 5 $, si on se fie à la réalité actuelle en 2016, le seul billet que vous pouvez recevoir, c'est le billet de 5 $. On s'entend là-dessus. Mais là où ça devient bien le fun, c'est quand on mélange les pièces de monnaie qui peuvent nous revenir. Alors, c'est suggéré ici par Alberta Education que l'objet aurait pu coûter 4,60 $ parce que on aurait reçu un billet de 5, une pièce de 25 sous, une pièce de 10 sous et une pièce de 5 sous. Bravo! Alors, il y aurait, vous pouvez voir, hein, si vous vous mettez à compter, qu'il y aurait d'autres bonnes réponses. Et là où ce qui est intéressant, c'est que, étant donné qu'il y a beaucoup de bonnes réponses, plusieurs élèves peuvent s'impliquer dans la conversation et c'est là où ça devient très riche. Ce que vous remarquerez dans vos ressources, toutefois, c'est que les ressources ont plutôt des questions fermées. Alors, comme enseignant, votre apprentissage sera plutôt au niveau de comment est-ce qu'on peut ouvrir une question afin que cette question devienne une belle conversation dans la salle de classe. D'accord? Donc, une autre belle stratégie à utiliser. Est-ce que quelqu'un a une minute ici? Eric, je vais te faire mettre les outils de dessin. Puis, je vais demander aux gens de faire un petit point, un petit crochet à côté des stratégies qui sont listées ici pour me dire si vous les avez essayées au moins une fois. Ça ne veut pas dire que c'est toujours dans votre salle de classe, mais voici d'autres stratégies que je n'ai pas le temps de discuter dans le webinaire, mais qui sont parfaitement décrites dans notre guide d'apprentissage qu'on va visiter tantôt. Alors, si vous pourriez prendre un outil, faire un tout petit point ou un tout petit crochet, parce que vous êtes quand même 6 participants, à côté de toutes les stratégies que vous avez déjà utilisées. Ce serait plaisant de voir ce qui a été tenté dans nos salles de classe. Et tout ça est anonyme, bien sûr, en faisant des points. J'ai aucune idée qui répond, mais ça me donne une idée aussi. Alors, il y a certaines personnes qui ont essayé l'apprentissage coopératif. Les résolutions de problèmes, on espère, parce que ça fait partie, bien sûr, c'est un des processus mathématiques. On espère que c'est quelque chose que vous êtes capable de faire et que vous faites régulièrement, bien sûr. Classe inversée, bravo pour l'avoir essayé. Eric, mon collègue qui m'aide aujourd'hui, un gros merci Eric en passant. Eric est un expert en classe inversée, vous le savez peut-être. L'apprentissage par projet, centre de mathématiques, excellent. Très peu de personnes procèdent par enquête. C'est pas nécessairement naturel en mathématiques, je dois vous l'avouer. Ça semble plus naturel en études sociales, peut-être, ou on peut l'utiliser comme intermédiaire en français, en langue. Alors, bravo. Merci pour vos réponses en passant. Excellent. Alors, il semble avoir une
bonne variété de ce que vous utilisez, je vous encourage à aller voir notre site web pour mieux connaître ceux que vous n'avez pas cochés aujourd'hui. C'est-à-dire, on a fait un document PDF pour chacun de ces stratégies. Maintenant, c'est pas la liste parfaite et complète, bien sûr, mais on s'amuse bien sûr à voir qu'est-ce qui peut se faire en mathématiques. Alors, notre site web, vous voyez la roue, c'est dans la section « Essayez ceci » que vous allez trouver les documents PDF dont je parlais. Alors, merci Eric pour les outils. Si vous avez le choix entre deux approches pédagogiques, Knowles suggère qu'il est préférable de choisir celle qui exige une participation plus active de la part des apprenants. Alors, quand vous avez ce dilemme-là, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que je devrais faire ceci ou de cette façon-là? Puis prenez toujours la participation plus active. C'est sûr que ça fait plus de bruit dans la salle de classe, mais l'apprenant va être davantage impliqué dans son apprentissage, bien sûr. Alors, tel que promis, j'avais dit qu'on allait mettre de l'emphase sur deux thèmes en particulier, la communication avec les parents étant le premier. Alors, imaginez que vous êtes un enseignant de 3e année et la journée vient de finir, il est 3h30. Un parent vous arrive, peut-être un petit peu soudain, peut-être parce qu'il a un rendez-vous, mais le parent vous dit, pourquoi avez-vous enseigné la leçon de cette façon? OK. Quelqu'un veut prendre la parole pour me donner une réponse. Mais évidemment, la leçon était très vague ici. C'est une leçon de mathématiques, bien sûr, mais je vous dis pas c'est quelle rase que vous essayez d'atteindre. Quelle serait une bonne réponse qui vous aiderait, bien sûr, à faire comprendre aux parents que c'est bon pour l'élève de la façon que vous avez choisi? Est-ce que quelqu'un peut peut-être écrire quelque chose dans la boîte de clavardage ou même prendre droit de parole ici? Il est nécessaire de dire que nos parents sont d'une génération différente. Et donc, elles ont pas mal moins de connaissances sur les nouvelles approches. Si on parlait d'apprentissage par projet il y a 20 ans, il y a 30 ans, je peux vous dire que personne n'utilisait ça il y a 20 ans, 30 ans. Alors, si c'est l'approche que vous avez utilisée durant le mois de février, bien le parent se pose des questions. Légitimement. Et voici quelques bonnes façons d'approcher la chose et on espère que ça vous aide. Cette méthode aide votre enfant à comprendre les mathématiques au niveau où ils sont. OK? Alors, vous essayez de dire aux parents, je connais l'élève, je sais que j'ai besoin d'atteindre ce rêve et j'ai choisi cette méthode parce que c'est probablement là où l'enfant est, c'est là où je peux l'amener un petit peu plus loin. Une autre façon de répondre serait, cette méthode est une belle progression de façon à l'aider à se rendre là où il doit se rendre. Évidemment, rappelez-vous que nos parents, eux, c'était du cookie cutter, là. Alors, c'était tout le monde fait la même chose en même temps, dans le même livre, à la même page. Et donc, les parents sont pas habitués à voir que certains élèves travaillent sur des questions différentes ou travaillent avec une approche différente que le reste de la classe. Et que il y en a qui sont en silence, il y en a qui sont en équipe, il y en a qui sont debout, il y en a qui sont assis. Et pour eux, c'est très difficile et on a besoin de vraiment les aider à embarquer dans le bateau avec nous. Cette méthode permet de faire le lien et de mieux comprendre la façon dont vous l'avez apprise à l'école. D'accord? On se rend compte, bien sûr, que les parents essaient d'aider les élèves et que, merci Philippe, tu as raison, motiver l'élève permet la collaboration, bien sûr. Donc, l'enseignant a peut-être des fois le rôle, la responsabilité, je dirais, de dire à l'enfant, ben, tu l'as appris comme ça, de tes parents parce que tes parents avaient le temps de te le montrer. Voici une autre façon. Et puis, mais le parent a besoin de comprendre ça. Le parent a besoin de comprendre que maintenant, il n'y a pas une seule stratégie qu'on utilise. Il y en a d'autres de très bonnes. Et cette méthode lui permet d'être un apprenant actif. Et vraiment, c'est la vague d'aujourd'hui. D'être de plus en plus actif. On sait très bien que plus l'élève est actif, plus il apprend. L'école suggère que je veux que l'élève soit conscient de la stratégie qu'il utilise pour faire le problème. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Tu as absolument raison, Nicole. Il faut absolument que l'élève soit de plus en plus intentionnel, je dirais. Quand il nous répond, oh, je connais la réponse, je ne sais pas comment, mais c'est pas suffisant. On veut lui faire expliquer.
Pour deux raisons. Un, parce que ça clarifie la stratégie pour lui-même et pour les amis avec qui il travaille. Mais en plus, c'est une façon de promouvoir l'apprentissage et l'usage d'une langue dans la salle de classe. Ok, on se rappelle que bien sûr, nos élèves, désolée, je suis distraite par le commentaire de Marie. Bienvenue, Marie. J'espère que tout va bien de ton côté. Maintenant, au niveau de la sélection des ressources ici, il y a beaucoup de questions que je reçois, moi comme consultante au Consortium provincial francophone, il y a beaucoup de questions que je reçois. Quelles ressources est-ce qu'on devrait prendre? Alors, comment décider quelles ressources est-ce qu'on devrait prendre? Il y en a de plus en plus, on l'admet. Il y a 10 ans, on en avait le tiers de ce qu'on en a aujourd'hui, puisque il y a 10 ans, Internet n'était pas aussi facile d'accès. Donc, on va faire un petit sondage ici, et le sondage est parfaitement anonyme. Parfaitement anonyme, et vous ne verrez pas les résultats. Mais ce qui est fort intéressant, c'est que j'aimerais que vous me disiez si vous pouviez utiliser seulement 3 critères pour faire la sélection d'une ressource. Quels seraient-ils? Vous aviez seulement droit à 3 critères. Ne trichez pas, seulement 3. Et quand les 6 partenaires ici auront complété le sondage, je vous donnerai les résultats. Et c'est tout à fait anonyme. N'hésitez pas à donner votre opinion. Et je vous donnerai même les pourcentages si ça vous intéresse. Alors, il reste quelques personnes à répondre. Prenez le temps de les lire, bien sûr. D'accord. Alors, on me dit ici qu'il est impossible d'en choisir 3. Éric, as-tu changé quelque chose? Oui, vous pouvez réessayer. Normalement, vous pouvez en choisir plusieurs maintenant. Merci de la correction. Alors, merci de m'avoir averti par le biais du clavardage, chers participants. Alors, il semble que maintenant, vous soyez capable d'en compléter, en choisir 3. Alors, parfait. Merci beaucoup. Ça avance très bien. Je vous donne un autre 10-15 secondes. Merci, Philippe. OK. Alors, je vais prendre note des meilleurs résultats et je vous indique lesquels sont les meilleurs. Et voilà. Alors, comme groupe, je vais retourner à l'autre présentation. Je vais remettre les critères que vous aviez devant vous. Alors, il y avait, entre autres, il est de niveau de lecture approprié parce que ma division scolaire me l'a imposé. Elle est facilement modifiable. Je l'ai trouvée sur Pinterest, Teachers Pay Teachers. Elle rencontre des résultats d'apprentissage. Les versions électroniques et ou en ligne sont disponibles. Elle supporte la stratégie d'enseignement que j'ai choisie. Et le dernier, quelqu'un m'a dit que cette ressource est super. OK. Donc, voici les résultats. On a eu 100% d'entre vous avaient choisi celui qui parle, celui dans le milieu, elle rencontre les résultats d'apprentissage. Alors, on sait très bien que c'est un critère fort important. Le deuxième plus élevé était la lecture. Elle est de niveau de lecture approprié. Et le troisième, elle supporte la stratégie d'enseignement que j'ai choisie. Tout ça est très, très bon. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est fort intéressant que vous ayez eu l'opportunité de les lire et de les choisir. Merci de votre participation. Oh, j'avais oublié le dernier qui est visuellement esthétique. Sachez qu'on a développé un petit document que vous ne pouvez pas lire dans cette diapo, mais soyez patient. Ce petit document est un PDF qu'on retrouve dans le guide d'apprentissage que vous pourriez avoir en main. Et que vous pourriez consulter de temps à autre pour voir si ça vous convient. La première section dit ce que les ressources devraient faire pour moi en tant qu'enseignant. Est-ce que cette ressource appuie les résultats d'apprentissage sur lesquels je souhaite me focaliser? Incorpore de façon délibérée et significative au moins un concept mathématique? Peut donner un bon aperçu du niveau de compréhension de l'élève. Alors, on parle un petit peu d'évaluation ici, si vous voulez. Ça, c'est la première boîte. Elle est peut-être pas
la meilleure boîte. On a fait ça là, pour vous servir. On espère qu'elle est bonne. Et si vous avez des suggestions d'amélioration, soyez les bienvenus de me les communiquer. Alors, cette boîte, c'est pour parler des ressources qui devraient faire pour moi en tant qu'enseignant. Ici, c'est ce que la ressource pourrait être pour moi en tant qu'enseignant. Est-ce que cette ressource est facilement adaptable à des fins de différenciation pédagogique? Est-ce qu'elle est facilement modifiable? Est-ce qu'elle est réutilisable ou reproductible? Est-ce qu'elle est à un prix raisonnable? Alors, ça, c'est des critères qui sont peut-être un peu plus secondaires, vous allez me dire, mais toutefois, dans certaines écoles, dans certains moments de l'année, c'est peut-être les critères tout aussi importants que les 3 premiers. Et la dernière boîte, elle, c'est ce que la ressource pourrait être pour les élèves. Alors, regardez en tête. Est-ce que cette ressource est adaptée au niveau de lecture? Est-ce qu'elle est claire et facile à utiliser avec quelques directives? Est-ce qu'elle soutient différents types d'apprentissage? Est-ce qu'elle est disponible en version électronique et ou en ligne? Est-ce qu'elle est respectueuse de tous, c'est-à-dire la culture, Première Nation et tout ça? Est-ce qu'elle est visuellement esthétique et attrayante? Alors ça, c'est ce que les élèves pourraient considérer des critères un petit peu plus importants. Maintenant, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Sachez que à un certain moment donné, il y en a qui prennent priorité selon vos conditions. Si vous avez 10 élèves dans la classe versus 30 élèves dans la classe, certains critères seront plus importants que d'autres. Celle-ci, comme je vous disais, est disponible sur notre site. Alors, vrai ou faux maintenant, le crochet vert va servir de réponse vraie et le X rouge pour la réponse fausse. La question est la suivante. Il est interdit d'utiliser des ressources autres que celles dans la liste des ressources autorisées, c'est-à-dire la liste des ressources autorisées par Alberta Education, ce qu'on retrouve sur le site web d'Alberta Education, entre autres. Vrai ou faux? Alors, ça me prend un crochet vert pour vrai, un X rouge pour faux, et on va voir ensuite quelle est la réponse. Alors, il semble y avoir plusieurs X. Il est interdit d'utiliser des ressources autres que celles dans la liste des ressources autorisées. Merci à ceux qui ont répondu. Alberta Education s'est abstenu, et c'est avec raison. Mais c'est pas grave. Voilà. Alors, la prochaine diapo va servir à y répondre. Il existe en fait 3 catégories de ressources. La première catégorie s'appelle ressources autorisées, ce qui est en fait une partie de la question précédente. Les ressources autorisées sont les ressources qui répondent à des critères spécifiques tels que la conformité avec les races, spécifications techniques, pédagogiques, respect de la diversité, etc., etc. Alors, ça, c'est ce que les ressources autorisées sont. Elles sont listées. Elles sont claires dans le site web et je présume que chacune de vos écoles ont ces ressources autorisées à la portée de la main. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle ressources de soutien supplémentaires. Ça, c'est des ressources qui répondent à certains critères moins rigides que ceux utilisés par Alberta Education lors de la sélection des ressources autorisées. Elles sont souvent identifiées et suggérées par des enseignants à Alberta Education. Il y a même une liste sur le site web d'Alberta Education qui s'appelle ressources de soutien supplémentaires. Maintenant, elles sont parfois révisées, elles sont suggérées par des enseignants, mais elles ne sont pas dites autorisées. Elles ne sont pas mauvaises, elles ne sont pas parfaites. Elles pourraient même être parfaites, mais elles n'ont pas passé par la sélection officielle d'Alberta Education à ce point-ci. Et la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les ressources requises. Vous avez peut-être moins entendu ce terme, je l'admets. Ça existe toutefois. C'est des ressources qu'une école ou un conseil scolaire vous oblige à utiliser. Par exemple, en 4e année en mathématiques, il existe 2 ressources, 2 manuels de l'élève, celui de Chenelière et celui qui s'appelle Compas de Duval, je crois. Et donc, l'une est dite autorisée. L'autre est autorisée en anglais, mais pas en français. Mais elle est tout à fait aussi bonne, mais elle pourrait être dite requise par votre conseil scolaire parce que si vous êtes une école qui a 2 voies, la voie immersion et la voie anglaise, entre autres, vous voulez peut-être un manuel uniforme pour la 4e année. Alors, ça pourrait arriver, c'est plutôt rare, mais ça existe comme circonstance, bien sûr. Alors, sachez que la réponse de la diapo précédente était X. Bien sûr, c'était faux.
Alors, en ce qui concerne la sélection des ressources, où les enseignants peuvent-ils trouver des ressources? Écoutez, la liste est très grande. Bien sûr, le site de APME, qui est notre site, le site web d'Alberta Education, bien sûr. Il y a Learn Alberta, qui est super, super riche en toutes sortes de variétés, des plans de leçons, des choses visuelles, des vidéos, etc. Il y a d'autres sites web qui sont dits privés ou d'autres enseignants qui ont des blogs et ces types de choses-là. Il y a bien sûr votre bibliothèque de l'école, le carrefour d'apprentissage, et la liste continue. Alors, c'est pas qu'il y a en fait, il y a presque trop de sources maintenant. Si vous êtes d'accord avec moi, faites-moi un crochet vert. Il y a comme presque trop de ressources. On n'a pas assez de temps pour la quantité de ressources qui existent. Alors, ça devient un peu un dilemme. Et souvent, quand on se rencontre pour une session, c'est fun parce que on peut voir ce que les autres utilisent, ce qui fait qu'au moins une ressource est dite recommandée par un collègue, ce qui aide beaucoup des fois. Alors, sachez que si on se met en contexte maintenant dans l'enseignement réactif, c'est que on se prépare pour un RAS. Alors imaginez, là, on se prépare pour la prochaine leçon de demain. OK? Alors, on va avoir besoin de connaître les connaissances antérieures d'un élève ou des élèves. On va avoir besoin de penser à des stratégies qui vont convenir à des élèves, à tous les élèves pour le RAS en question. Il va falloir penser aussi en termes d'évaluation, qu'on n'a pas beaucoup développé dans ce webinaire, mais en termes d'évaluation, il faut se dire, OK, quelles activités ou stratégies pourraient me permettre de mieux savoir si les élèves progressent? Progressent-ils à la vitesse que je souhaite? Sont-ils capables de procéder un petit peu plus rapidement? Comment est-ce que je peux les suivre? Il faut penser aussi en termes de ressources. Alors, on vient tout juste d'en parler. Est-ce qu'il y a des ressources meilleures que d'autres dans ce cas-ci? Et les ressources varieront beaucoup d'une chose à l'autre. On va parler en termes d'activité. Et tout ça, en fait, va me permettre de faire une différenciation en fonction de ce qui est ça. Et vraiment, c'est ce que je résumerais comme étant l'enseignement réactif. D'accord? Si on est capable de tout jumeler ça, pour mieux répondre aux besoins des élèves, on fait déjà une très bonne job et je suis persuadée que les participants qui sont au webinaire aujourd'hui sont déjà à ce niveau-là. En conclusion, les pratiques d'enseignement varient parce que chaque situation d'enseignement est différente et en constante évolution. Un jugement raisonnable doit être utilisé en tout temps pour déterminer si la norme de qualité d'enseignement est atteinte dans le contexte donné. Ceci vient de Teaching Quality Standard Applicable to the Provision of Basic Education in Alberta. Alors, c'est tiré directement de là. Voilà. Et pour terminer, j'aimerais prendre quelques minutes pour aller visiter le guide d'éducation. Et c'est pas que je veux vraiment vous tanner avec ça, mais il est tellement riche que je pense sincèrement que vous allez bénéficier d'aller explorer ceci. Alors, voici le site web de départ, d'accord? C'est notre Moodle à nous, qu'on utilise avec ARPDC, qui est le regroupement qui est vraiment la partie qui chapeaute le consortium provincial francophone pour lequel je travaille. Alors, on clique ici dans le milieu sur Elementary Mathematics Professional Learning, et on arrive au site web. Et voici la belle roue que Eric et son équipe ont composée. Nous allons aller à la version bilingue, puisque vous voulez probablement des choses en français. N'hésitez pas à vérifier la version anglaise. Quelquefois, il y a des choses légèrement différentes, bien sûr, de par la grandeur qui offre plus de choses en anglais. Là. Alors, voici le côté français. On va aller à pratique pédagogique. Si vous êtes intéressé par les autres sections, bien sûr, égalité, opération sont là, évaluation qu'on a fait en février. Alors voici, je clique ici et on arrive à pratique pédagogique. Alors tout au long, j'ai pu identifier des zones ici qui contiennent du matériel que j'ai discuté aujourd'hui. Alors, par exemple, les éléments clés sont développés ici. Alors, quand je clique dessus, vous voyez des sujets qui sont développés avec, bien sûr, un PDF sur les éléments clés. Nous avons aussi ajouté un PDF sur le vocabulaire. Celui-ci, je vais le cliquer parce que ça pourrait être intéressant de voir, on l'a fait en lettres alphabétiques. C'est quoi un algorithme? C'est quoi une classe inversée? Qu'est-ce que le constructivisme, etc., etc. Alors, ça pourrait être assez intéressant de voir, de se familiariser avec ce vocabulaire-là. Ensuite, si je reviens en haut à la roue, on va aller voir à
essayez ceci, parce que c'est ici qu'on verra les vidéos, entre autres. On verra aussi plus bas chacun des liens à un PDF aux différentes stratégies que nous avons développées. Je vais en ouvrir une juste parce que c'est le fun de voir comment c'est construit. Je vais faire mon nom favori. Puisqu'on a vu le vidéo là-dessus, on va aller voir le PDF qui correspond. Alors, la première boîte, c'est un peu la définition. La deuxième boîte, c'est un peu le oui et le non. Pourquoi l'utiliser? Quels sont les avantages? Le petit chapeau ici, de travailleur, c'est un peu le comment. Comment on pourrait l'utiliser? On donne des exemples, on vous donne des sites, quelquefois c'est une vidéo, quelquefois ça peut être un autre site web qui développe davantage qu'est-ce que c'est. Et on a ajouté une partie recherche pour ceux qui veulent voir vraiment c'est quoi l'avantage. D'accord? Alors, il y a des choses qui sont davantage développées. Ceci, c'est un feuillet d'une seule page, vous allez me dire, mais qui est vraiment le cœur de la stratégie pédagogique. Nous espérons que ceci peut être vraiment utile, surtout s'il y en a une qui a un titre que vous connaissez moins. Alors, vous pourriez vous familiariser avec ceci. Je vais finir avec ressources. Nous avons cru bon dans ressources de mettre une section en français, des ressources uniquement en français et des ressources en anglais. Quelquefois, oui, c'est long à traduire, mais quelquefois, ça nous inspire d'aller voir autre chose. Alors, on a mis les deux listes. Et pour finir, le petit one-pager, le dépliant d'une page qui montre comment sélectionner une ressource est ici. Vous pourriez facilement photocopier ceci, garder ceci en tête pour vous aider. Surtout s'il y a un nouveau prof dans votre école, peut-être que ce nouveau prof bénéficierait de voir ces critères-là afin d'améliorer sa pratique pédagogique. Alors, sur ce ici, j'arrête le partage et on va revenir à notre diapo originale. Et ici, revenir, ça revient à l'instant. Vous savez que le consortium provincial francophone essaie de combler vos besoins. Si jamais il y a beaucoup de besoins que vous connaissez, faites-nous savoir de quoi il s'agit et on va essayer d'y répondre le mieux qu'on peut. Nous espérons que ce guide d'apprentissage vous servira beaucoup. Voici mes collègues qui ont travaillé avec moi. Je veux les remercier publiquement pour le développement du site web et des webinaires en question. Et bien sûr, il nous est nécessaire d'avoir une rétroaction de votre part afin de savoir si on répond à vos besoins. C'est sûr qu'en 1 heure, on peut seulement faire un aperçu, mais est-ce que ceci vous a donné le goût? Et c'est ce qu'on espère, bien sûr, et en complétant l'évaluation, nous espérons que ceci vous aidera. Alors, sur ce, je remercie tout le monde d'avoir participé au webinaire. Complétez l'évaluation. Fermez ensuite la page Adobe Connect et ça termine la session d'aujourd'hui. Un gros merci d'avoir participé et consacré 1 heure avec moi. Mon nom est René Michaud au nom du Consortium provincial francophone. Merci de votre participation. Un gros merci à Eric pour son appui technique.